il est très clair que l'adhésion à l'Europe, l'adhésion à l'euro, cette volonté d'être non seulement un membre fondateur, mais de porter cette ambition, ça n'est pas simplement un choix politique, c'est le choix de la nation française, plusieurs fois réaffirmé dans des référendums, plusieurs fois confirmé. Et donc je crois très profondément que ce choix de l'Europe, c'est aussi celui de la nation et c'est celui qui me revient de défendre. Donc non à la désunion. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. C'est le choix de la nation française, plusieurs fois réaffirmé dans des référendums. Vous le savez, à l'UPR, nous sommes un rassemblement de citoyens venant de tous bords politiques et nous nous rassemblons pour une chose, pour établir notre démocratie, et notamment le fameux RIC. Ce que nous voulons, c'est que les citoyens aient l'initiative des lois sur tout sujet et qu'ils puissent aussi révoquer les élus qui ne tiendraient pas leurs promesses. Mais voilà, pour cela, il faut bien évidemment pas qu'il y ait un organisme supranational qui ait plus de pouvoir que l'État français, donc que les citoyens eux-mêmes. En tout cas, c'est ce qui paraît de plus logique. Et c'est là où on va raccrocher avec le sujet de la vidéo, c'est que malheureusement nous faisons partie de l'Union européenne et celle-ci contraint la France à adopter des politiques économiques dont les Français ne veulent généralement pas, via les fameuses GOPE. Du moins, c'est ce que nous soutenons à l'UPR, mais les tenants de la construction européenne soutiennent que ces GOPE ne seraient pas si contraignantes que ça, que les États auraient quand même des marges de manœuvre et que finalement ça ne serait pas l'Union européenne qui déciderait de notre politique budgétaire et économique. Pire, certains médias comme Le Monde nous soutiennent que les GOPE ne seraient que des recommandations et qu'elles n'ont pas de caractère contraignant. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer et démontrer que ces personnes se trompent et que les GOPE sont bien une feuille de route de la politique économique de chaque pays voulant rester dans l'Union européenne. En d'autres termes, que nos politiques économiques et sociales ne sont plus décidées en France, mais à Bruxelles. Donc dans un premier temps, je propose de partir des traités européens pour savoir dans quel cadre s'appliquent les GOPE. Les textes de loi peuvent paraître difficiles, mais c'est très important de les lire et de les comprendre, car c'est eux qui définissent le cadre légal du fonctionnement de l'Union européenne. Alors concentrons-nous d'abord sur le premier alinéa du texte. Les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil conformément à l'article 120. Cela veut donc dire que chaque pays européen consent à soumettre ses politiques économiques aux autres pays de l'Union européenne. Cela veut donc dire que ce ne sont plus les citoyens de chaque pays qui décident de leur politique économique, mais que ça se décide au niveau européen, où la France n'est malheureusement qu'une voix sur 28. Cela veut donc dire que si l'on vote à droite ou à gauche, de toute façon ça ne va rien changer, car il faudra coordonner cette politique avec les 27 autres pays de l'Union européenne qui ne seront pas spécialement d'accord avec nous. Donc déjà, juste avec ce premier alinéa, le texte pose un énorme problème de démocratie, mais continuons. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques de chaque État membre et de l'Union et en fait un rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Donc au premier problème de démocratie dont nous avons parlé, s'ajoute celui-ci. Le Conseil, qui est composé des chefs d'État et de gouvernement, n'a pas en fait l'initiative des mesures. Celle qu'il a, c'est la Commission, qui elle, est non élue. Donc maintenant qu'on a vu à quel point les GOPE étaient non démocratiques, la question est de savoir est-ce que ce ne sont juste que des recommandations ou est-ce que c'est des obligations? Les européistes et tous les crédules, ou même le fameux article du Monde dont nous parlons, ont tendance à chaque fois à atténuer la portée des GOPE en expliquant finalement que ce ne serait que des recommandations et qu'il n'y aurait aucun caractère obligatoire à celles-ci et donc finalement qu'on pourrait les appliquer ou ne pas les appliquer. C'est oublier bien des articles et c'est oublier bien des faits. Le premier, c'est que depuis le pacte de stabilité et de croissance de 1997 et le six-pack, la Commission, justement, peut sanctionner chaque État membre si elle constate des écarts importants au niveau budgétaire et elle peut envoyer des avertissements aux États membres s'ils n'appliquent pas les politiques que la Commission recommande. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Commission peut mettre une amende sous forme de dépôt à chaque État de l'ordre de 0,2% du PIB. Pour la France, vous vous rendez compte que ça représente 4,4 milliards d'euros. C'est grosso modo la moitié du budget annuel de la justice. À partir du moment où il y a ces amendes, il ne faut pas se leurrer, ces recommandations ne sont pas des simples recommandations, ça se transforme de facto en obligation. C'est aussi tout simplement nier le fonctionnement des institutions européennes qui reposent aussi avant tout sur le principe de pression des pairs. Évidemment, un gouvernement peut, pendant une année ou 2 années, laisser traîner, ne pas appliquer tel ou tel GOPE, mais il est in fine obligé de l'appliquer, et on va voir par les faits d'ailleurs que toutes les GOPE sont toujours appliquées.
Et il faut voir aussi, quand on parle de Conseil européen, de dire que la France aurait son mot à dire. Comme on l'a dit, c'est une voix sur 28 et il faut voir comment marchent les conseils européens. Vous avez un ordre du jour énorme de quinzaine, vingtaine de points à traiter et vous devez aller très vite. Et donc c'est la Commission qui pilote et qui donne le ton et les États doivent très rapidement dire oui ou non. Et avec ce principe de pression des pairs, la plupart des États sont amenés à chaque fois à céder et c'est ce qui se passe comme on va le voir. En fait, ces GOPE sont un étau à la fois intellectuel, juridique et moral qui fait que, in fine, tous les pays sont obligés de les appliquer. On va voir finalement comment marchent ces sanctions. Ce qui se passe chaque année, la France, et comme d'ailleurs tous les pays européens, doivent déposer leur projet budgétaire, doivent le soumettre à la Commission européenne, exactement comme l'élève qui donnerait sa copie au professeur, et après, le professeur, en l'occurrence la Commission européenne, peut dire sur ce budget, sur ce point-là je suis d'accord, sur ce point-là je ne suis pas d'accord, il va falloir faire telle mesure ou telle mesure, et donc, finalement, c'est sur la base de ce projet budgétaire que la Commission va émettre ces fameuses recommandations pour dire, finalement, ce que doivent faire les gouvernements, en l'occurrence le gouvernement français. Dans ce cadre-là, il y a deux paquets, ce qu'on appelle le two-pack et ce qu'on appelle le six-pack. Pour le two-pack, la Commission exige aux États membres qu'ils soumettent leur projet budgétaire avant le 15 octobre. La Commission l'analyse et peut demander des modifications à ce projet budgétaire. Et donc finalement, le gouvernement français ne décide pas du budget final puisque la Commission va demander des modifications. Et si ces modifications ne sont pas faites, il y aura des nouvelles recommandations qui vont être émises par la Commission européenne pour demander à l'État membre de changer son projet budgétaire. Et après, vous avez le deuxième volet, qui est celui qui est intéressant, qui est le six-pack, qui a vraiment un caractère d'avertissement et de sanction possible si l'État membre, justement, ne prend pas en compte les fameuses recommandations et les modifications budgétaires que demande la Commission européenne. Et dans ce cadre-là, ce sont les fameuses amendes de 0,2% du PIB qui peuvent s'appliquer. Et il ne s'agit pas que, justement, du fameux six-pack qui serait complètement déconnecté des GOPE. Quand on regarde les textes européens, notamment celui du 16 novembre 2001 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire de la zone euro, il est très clairement établi et il est mis que ces fameux 0,2% d'amendes sont faites en lien avec l'article 121 du TFUE. Article 121 du TFUE, comme on l'a vu auparavant, qui est celui qui définit le cadre des grandes orientations des politiques économiques et des recommandations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent comment se fait la sanction. La sanction est prise sans la voix de l'État membre en question, et donc ça limite les possibilités de bras de fer, comme veut faire notre ami Mélenchon. L'exemple de l'Italie est criant, puisqu'ils envisageaient à la base un déficit de 2,4%, là où la France, par exemple, avait un déficit de 2,8%. Donc dans les deux cas, on était sous les critères de Maastricht, dit de 3% du déficit budgétaire. Mais ce qui ne plaisait pas à la Commission européenne, ce n'est pas seulement le montant du déficit budgétaire, c'est bien les mesures qu'il y avait à l'intérieur qui ne collaient pas, justement, avec les grandes orientations des politiques économiques qui avaient été adressées à l'Italie. Ce qui est reproché à l'Italie qui ne collait pas au GOPE, c'est notamment de ne pas faire assez de privatisation, d'avoir des trop gros allègements d'impôts, ou de mettre en place le fameux revenu universel italien, mais qui s'apparente plus en vrai au RSA, donc en fait d'être trop généreux sur la dépense publique, ce que Bruxelles ne souhaite pas, notamment dans le cadre des GOPE. Comme vous le savez peut-être, il y a deux critères importants dans le traité de Maastricht, il y a celui du déficit public qui ne doit pas excéder 3% du PIB, et l'endettement public qui ne doit pas excéder 60% du PIB. Pour ce qui est de l'endettement public, vous avez 12 des 19 pays de la zone euro qui dépassent les 60% de toute façon. Donc en réalité, c'est que dans ce cadre-là, la Commission peut adresser des sanctions de redressement correctif à quasiment l'ensemble des pays, mais elle l'a fait en l'occurrence sur l'Italie, parce qu'elle ne respectait pas les GOPE, et donc ce redressement correctif sert en réalité à faire appliquer les GOPE par la Commission. D'ailleurs, les menaces de sanctions ont marché pour l'Italie, puisqu'après avoir proposé un budget à 2,4% de déficit, ils ont proposé un nouveau budget à 2,04% de déficit, revoyant leurs ambitions budgétaires à la baisse. Un point important, par exemple, ils vont augmenter le programme de privatisation qui était prévu. Il pourra aller jusqu'à 18 milliards d'euros, c'est quasiment 1% du PIB, et ils ont, dans ce cadre-là, pour baisser le déficit, ils ont aussi baissé le programme d'investissement public, comme le voulait Bruxelles. C'est la même chose pour les deux autres mesures phares du gouvernement, que ce soit le revenu universel qui a été limité à 2,7 milliards d'euros, ou alors l'anticipation de départ en retraite qui a été limitée à 2 milliards d'euros. Pour le revenu universel, ils ont reporté la mise en œuvre et ils ont limité les ayants droit, et ils ont mis une fenêtre de tir très restreinte pour l'âge de départ avancé à la retraite, alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu auparavant. Donc on voit bien qu'ils ont revu fortement leurs ambitions à la baisse, sous la pression justement de la Commission européenne. Cet exemple italien montre donc que justement, malgré la volonté du gouvernement italien et même du peuple italien, puisque le gouvernement italien était très soutenu, ils ont été obligés de plier
et de faire ce que demandait Bruxelles pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne et de l'euro, et donc ils sont obligés d'appliquer ces politiques-là. Ça me fait penser récemment, dans le cadre des élections européennes, vous avez la tête de liste du Front National, Jordan Bardella, qui a dit que si jamais l'aéroport de Paris était privatisé, lui il allait le renationaliser. Non, c'est tout le contraire, ça serait interdit dans le cadre de l'Union européenne, et ses alliés, la Lega de Salvini, ont accéléré le programme de privatisation sous la demande de l'Union européenne, et c'est exactement la même chose pour Jean-Luc Mélenchon ou Nicolas Dupont-Aignan. Ils ne pourraient jamais appliquer la politique économique dont ils parlent dans le cadre de l'Union européenne, ils seraient directement remis à leur place par la Commission européenne. C'est aussi ce qui s'était passé d'ailleurs avec Alexis Tsipras en Grèce, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec tous les alter-européistes qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne et de l'euro et qui finissent toujours par se coucher et à appliquer ce que souhaite l'Union européenne. Donc pour résumer ce qui se passe, et qui est très important à comprendre, c'est que nos politiques, que l'on élit normalement pour appliquer ce qu'ils ont promis, ne peuvent de toute façon pas prendre de décision sans que des personnes non élues à Bruxelles approuvent leur choix. Et ils menacent continuellement les États avec une immense amende de 0,2% du PIB pour que ceux-ci plient et appliquent les politiques qu'ils ont décidées. Donc les GOPÉ ne sont pas du tout de simples recommandations bienveillantes qui s'agirait de nous guider vers des bonnes politiques économiques, mais au contraire des obligations punitives régies par une commission non élue. Le mot donc recommandation n'est juste en fait que de la neuve-langue pour mieux nous faire accepter la chose. Et c'est vrai que l'Italie n'est pas la seule qui s'est couchée. Nous avons tous en tête comment le gouvernement de M. Tsipras a complètement abandonné toutes les mesures qu'il promettait à la population. Donc malgré ces exemples-là, italiens et grecs, certains européistes plutôt à gauche ont tendance à prendre les exemples espagnols et portugais pour nous dire que finalement on pourrait tout autant désobéir aux GOPÉ. En fait, il y a un vaste mythe sur le sujet. Ce qui se passe, c'est pas du tout qu'ils désobéissent aux GOPÉ, pas du tout. C'est en fait qu'ils font des petites micro-avancées sur des sujets sociaux après des années de purge, mais vraiment littéralement de purge, où ils ont fait que appliquer les GOPÉ comme le demandait l'Union européenne. En d'autres termes, il n'y a aucune avancée sociale majeure. L'Union européenne les a juste autorisés à augmenter certaines prestations sociales. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Portugal n'a même pas retrouvé son niveau de protection sociale qu'il avait avant la crise de l'euro. De plus, le gouvernement dit de gauche du Portugal n'a pas remis en question le dumping fiscal qu'il pratique pour attirer les retraités des autres pays européens. En revanche, leur dernière GOPÉ demandait la libéralisation des professions réglementées, comme par exemple les taxis, et le gouvernement l'a fait. Et c'est d'ailleurs la même chose qui s'est passée avec le deuxième exemple des alter-européistes, l'Espagne, qui a appliqué toutes les purges qu'on lui demandait et qui était sans commune mesure avec la France. Augmentation de la TVA de 16 à 21%. Augmentation de la TVA réduite, c'est-à-dire sur tous les produits de première nécessité, de 8% à 10%. Gel et baisse des salaires des fonctionnaires de 5%. Le gel des retraites. Réduction des indemnités chômage versées aux nouveaux inscrits. L'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de 65 à 67 ans. Suppression de l'aide à la naissance de 2 500 €. Baisse de 600 millions d'euros de l'aide au développement. Investissement public diminué de 6 milliards d'euros. La suppression des allocations pour les chômeurs de longue durée. Réduction des lits d'hôpitaux d'environ 25%. La privatisation des aéroports à la fois de Madrid et de Barcelone. Ça vous rappelle évidemment ce qui a lieu à l'heure actuelle en France avec la privatisation des aéroports de Paris. Annonce de la privatisation d'une partie de la loterie nationale. Ça aussi, ça nous rappelle quelque chose. Des plans d'austérité budgétaire massifs, avec l'exemple par exemple en 2012 où l'austérité était de 43 milliards d'euros. Suspension des conventions collectives, c'est-à-dire que le salaire est modifiable unilatéralement par les patrons. Donc ça, la loi El Khomri, c'était vraiment une mise en bouche par rapport à eux. Et la possibilité de licencier un salarié sans la moindre indemnité. Là aussi, c'est pire que ce qu'on a eu avec les lois Macron. Il y a eu un plafonnement des indemnités. Là, vous pouvez virer quelqu'un sans la moindre indemnité. Donc d'accord, le SMIC peut maintenant être augmenté de 22%, c'est-à-dire qu'il passe de 858 € à 1050 €, qui est bien inférieur à celui de la France. Mais leur GOPÉ ne leur demandait pas la gel du SMIC. Elle demandait, comme pour le Portugal, la libéralisation des professions réglementées. Et c'est ce qu'ils font. Justement, si l'on prend les anciennes GOPÉ, on va voir qu'elles finissent toujours par être appliquées par les gouvernements successifs en France. Typiquement, puisque c'est important de le savoir, on retrouve chaque année dans l'annexe des PNR, le Programme national de réforme français, donc c'est-à-dire le plan budgétaire, on va retrouver en annexe, ce qui est intéressant, toutes les recommandations de la Commission européenne et si ça a été fait ou si c'est en cours et quelle loi a été faite pour répondre à ces recommandations. Et donc si on prend justement le PNR de 2016, on va voir que ça répond aux GOPÉ qui avaient été émises en 2015 pour les années 2015 et 2016. Dans ces GOPÉ 2015-2016, il y avait notamment de prendre des mesures pour limiter l'augmentation des dépenses des collectivités locales. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé justement dans le PNR? C'était l'annonce de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, entre autres d'ailleurs pour les petites mairies, et le chiffre était précis pour 2017, on parlait de 3,7 milliards d'euros de baisse de la dotation globale de fonctionnement. Il y avait aussi la réforme du Code du travail avec les partenaires sociaux, notamment pour que le salaire minimum augmente au même rythme que la productivité. C'est exactement ce qu'on a eu avec la loi Rebsamen, qui a entre autres permis d'avoir 2 renouvellements CDD au lieu d'un, et évidemment la fameuse loi El Khomri. Comme le gouvernement s'était engagé à passer cette loi
avant l'été 2016. C'est entre autres pour ça qu'ils ont eu recours au 49.3 pour tenir les engagements européens. Et on voit d'ailleurs qu'il y a eu des manifestations contre la loi El Khomri, mais en réalité, tout le monde tapait à l'époque sur François Hollande et Miriam El Khomri, mais le responsable était encore une fois l'Union européenne. Autre demande des GOPÉ, éliminer les barrières à l'entrée pour les professions réglementées, c'est tout ce qu'il y avait eu au niveau des taxis, la mise en concurrence avec les VTC et Uber, c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme je le disais, je parlais du PNR, quand vous regardez le PNR de cette année-là, on retrouve exactement les lois qui ont été passées, les engagements du gouvernement en réponse aux recommandations qui avaient été émises par la Commission européenne. Si on remonte encore un tout petit peu dans le temps et qu'on regarde le PNR précédent, le PNR 2015, sur la base des GOPÉ 2014-2015, on retrouve aussi tout un tas de mesures qui ont été appliquées et qu'on retrouve dans le PNR. Il y avait entre autres la loi NOTRe, avec le transfert des compétences des départements vers les régions. Ça aussi, c'était demandé par Bruxelles. Sur les professions réglementées, il y a entre autres la suppression du monopole de vente de certains produits pour les pharmaciens, l'ouverture à la concurrence pour la vente en ligne au niveau de l'optique, ou la concurrence pour les taxis avec les VTC. Tout ceci est l'application pure et simple des GOPÉ qu'on retrouve dans le PNR. Il y avait aussi dans ce PNR, en réponse aux GOPÉ, des mesures très importantes et qui ont touché massivement les Français, la baisse des allocations familiales, la hausse de la TVA générale, du taux de TVA général, le gel du SMIC et des traitements des fonctionnaires, et également la mise en place du CICE qui coûte 20 milliards d'euros par an. Tout ceci est en réponse aux GOPÉ et dans le cadre de nos engagements européens. C'est la même chose si on remonte encore en amont dans le temps. On voit dans le PNR 2014, en réponse au GOPÉ 2013-2014, la réduction du nombre de régions. Donc c'est pas François Hollande qui s'est levé un matin en se disant tiens je vais réduire le nombre des régions. La réduction du nombre de régions, là aussi a été faite en réponse aux grandes orientations des politiques économiques. Vous retrouvez ça dans le PNR qui s'affiche. Plus récemment, on peut reprendre et décrypter par exemple toutes les GOPÉ 2017-2018 et voir que ça a été appliqué au regard des PNR 2017 et 2018. Réduction des dépenses publiques. Pour ce qui est de la baisse des dépenses publiques, on peut le voir à chaque fois dans tous les préambules des GOPÉ, ils expliquent bien que de toute façon on ne peut pas en France baisser les dépenses publiques sans baisser les dépenses sociales, et donc ça veut dire baisse des dépenses de santé, des retraites ou de l'assurance chômage. Veiller à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. C'est assez clair, ça veut dire en gros qu'il faut geler le SMIC, voire le réduire si c'est possible. Et croyez-moi, il y a du boulot, puisque le niveau du SMIC, par exemple en Bulgarie, pour s'aligner, est environ 260 €. C'est bien pour cela que le SMIC est gelé depuis des années en France, et qu'il continue à être gelé malgré les annonces, par exemple, de Macron pour enfumer et pour sortir de la crise des Gilets jaunes, puisqu'il n'a pas augmenté le niveau du SMIC au-delà de l'augmentation légale, il a augmenté la prime d'activité qui n'est pas le SMIC, et d'ailleurs il y a la moitié des SMICards qui ne touchent pas cette prime d'activité. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher à contrat à durée indéterminée. C'est très clair, il s'agit de pouvoir licencier beaucoup plus facilement et donc d'assouplir et de casser le code du travail. C'est exactement ce qui a été fait successivement avec à la fois les lois El Khomri, mais aussi les lois Macron. Loi Macron qui comporte entre autres ce scandale qui est le plafonnement des indemnités de licenciement. Ça veut dire grosso modo que même quelqu'un qui a 30 ou 40 boîtes peut être viré, il ne touchera au maximum que 2 ans de salaire, et surtout c'est-à-dire qu'on peut virer quelqu'un sans motif, donc c'est la porte ouverte à exactement toutes les discriminations. Ça a été fait par Macron, demandé par Bruxelles. Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Cela veut dire baisser les indemnisations, mais aussi réduire la durée des indemnisations. C'est exactement la réforme de l'assurance chômage qui a eu lieu en 2018 par le gouvernement d'Édouard Philippe, comme d'habitude, demandé par Bruxelles, appliqué par le gouvernement. Éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. Ça veut dire destruction et mise en concurrence de toutes les professions réglementées, que ce soit les artisans taxis, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les notaires, les pharmaciens, etc., etc., les huissiers de justice. Toutes ces professions réglementées sont menacées par l'Union européenne, mais ça veut aussi dire pour les barrières à l'entrée, par exemple la privatisation de nos barrages. Tout ceci est intégré, est inclus dans les GOPÉ. Prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés. C'est tout simplement la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il est d'ailleurs prévu que d'ici la fin du quinquennat de Macron, ça baisse à 25%, alors qu'on était à 33 un tiers. Et la baisse de toutes les taxes sur les entreprises, c'est entre autres justement la pérennisation du CICE, mais aussi la transformation du CICE en allègement permanent de charges. C'est ce qui a été fait. Élargir la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA.
C'est très clair, donc c'est ce qui a été dit notamment dans le point précédent, on baisse l'impôt sur les sociétés et on augmente les impôts à large assiette, que sont soit la TVA, soit la CSG, deux impôts qui touchent beaucoup de citoyens et qui ne sont pas redistributifs. Donc finalement, c'est vrai, mea culpa, la souveraineté de la France, elle est là. Vous avez le droit soit d'augmenter la TVA, soit d'augmenter la CSG. C'est ce qui reste de souveraineté. Et en faisant ça, vous pouviez augmenter la TVA, ce qui avait le mérite au moins, même si c'est un impôt injuste, de toucher également les produits importés. Mais Macron, en génie de l'économie, comme il était vendu par tous les grands médias, il a fait le choix le plus mauvais, c'est-à-dire l'augmentation de la CSG. Donc encore une fois, bravo Macron. Supprimer les impôts dont le rendement est nul ou faible. C'est la fameuse suppression de l'ISF, puisque contrairement à ce que disait l'article du Monde, comme quoi la suppression de l'ISF ne serait pas dans les GOPÉ, l'ISF vu comme un impôt à rendement faible, ça a toujours été évidemment l'alpha et l'oméga des libéraux, et on retrouve différents articles qui expliquent partout que l'ISF est un impôt à rendement nul ou faible, et donc qu'il faut le supprimer. Et d'ailleurs, une spéciale dédicace à nos amis du Monde, justement quand on regarde le PNR 2018, on voit dedans effectivement l'ISF qui devait être supprimé pour répondre aux recommandations des grandes orientations des politiques économiques. Donc j'invite les débunkers du Monde à modifier leur article. Adopter la réforme concernant la retenue à la source de l'impôt sur les revenus des personnes physiques d'ici à la fin de l'année 2016. C'est exactement ce qui a eu lieu pour l'impôt à la source, puisque vous payez tous depuis le 1er janvier 2019 l'impôt à la source, et on disait en introduction qu'effectivement les GOPÉ vous pouviez traîner pendant 1 ou 2 années, mais que ça finit toujours par être appliqué. François Hollande avait traîné pour appliquer la mesure, puisqu'il savait très bien que c'était compliqué à mettre en œuvre et pas forcément très populaire, mais ça a fini par être appliqué. Et Emmanuel Macron qui avait fait son sketch avec Gérald Darmanin en disant « je ne sais pas, il faut voir si ça va être efficace, si je vais l'appliquer ou non », c'était pour amuser la galerie, puisque d'après les GOPÉ, on savait très bien que ça devait être appliqué et qu'il allait le faire. C'est ce qui a eu lieu. Tous ces éléments qu'on a décrits, d'ailleurs, se retrouvent encore une fois dans le programme budgétaire du gouvernement, dans les PNR 2017 et 2018. Encore une fois, spéciale dédicace à nos amis du Monde, vous allez retrouver la suppression de l'ISF dans les PNR 2018. Là où ils ont été plus vicieux, peut-être parce que c'est moins populaire, ils ne l'ont pas mis comme d'habitude dans le tableau récapitulatif des annexes qui répondent à la Commission européenne, mais quand on cherche dans les textes, par ailleurs en annexe, vous retrouvez l'ISF supprimé en réponse aux recommandations justement de l'Union européenne. D'ailleurs, ce qui est très important à noter quand on parle des GOPÉ, c'est qu'il existe une administration française, la CGAE, qui est là pour veiller tout spécialement à la bonne application de celle-ci. Assure la mise en œuvre de procédures qui incombent au gouvernement pour l'application de l'article 88.4 de la Constitution. Et ça, c'est précisément par cet article que la France doit se soumettre aux diktats de l'Union européenne. Veille à la mise en œuvre par l'ensemble des départements ministériels des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre des institutions européennes. Donc ça, concrètement, ça veut dire qu'il veille à ce que les traités européens, les directives européennes ainsi que les GOPÉ soient correctement appliqués par la France. Assure la mise en œuvre des règles du droit de l'Union européenne ainsi que le suivi interministériel de la transposition des directives des décisions cadres en liaison avec le secrétariat général du gouvernement. Donc ça veut dire qu'il s'assure que les gouvernements français transcrivent bien les lois qui sont demandées par l'Union européenne dans la loi française. Donc nous avons là une administration qui est très discrète, qui est là, peu importe le changement de gouvernement, qui est là pour obliger les gouvernements successifs français à appliquer les traités européens, les directives européennes et les GOPÉ. Donc maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quels sont les GOPÉ de cette année, pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc si l'on regarde ces GOPÉ 2018-2019, il y a plusieurs points qui sont très intéressants. Il y a notamment la question des retraites, où il est dit explicitement dans ces GOPÉ qu'il faut harmoniser les différents régimes de retraite pour économiser 5 milliards d'euros. C'est exactement ce qui est prévu par Macron. Et surtout, comme il y a harmonisation pour économiser, ça veut dire que c'est une harmonisation encore à la baisse. Et si Macron fait son projet de retraite à points, c'est tout simplement un allongement caché du départ légal de la retraite. Et c'est une baisse aussi des indemnités de la retraite. C'est ce qu'il a commencé à faire de toute façon en désindexant les retraites sur l'inflation. C'est une baisse réelle des retraites. Il est également dit qu'il faut utiliser les recettes exceptionnelles pour diminuer l'endettement. Alors ça, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si on décrypte la novlangue bruxelloise, ça veut dire quoi les recettes exceptionnelles? C'est par exemple les recettes de privatisation. Suivez mon regard, et on l'avait annoncé d'ailleurs dès mai 2018, on avait annoncé à l'UPR les privatisations d'Aéroports de Paris ou de la FDJ, et il va aussi y avoir la privatisation des barrages. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si on regarde ADP, le gouvernement a déjà annoncé que 1/3
des recettes liées à la vente iraient au désendettement. Donc c'est l'application pure et simple des GOPE, et il y a bien un lien entre les GOPE et la privatisation d'ADP, de la FDJ ou des barrages. D'ailleurs, l'UE a mis en demeure la France pour privatiser ces barrages, pour évidemment mettre en concurrence les services publics, qui est un autre article des traités européens. Deux autres points, il y a aussi, comme chaque année, c'est ce qui va être appliqué, le gel du SMIC, donc ne vous attendez pas à un coup de pouce du SMIC, le SMIC va être gelé, n'augmentera pas plus que le minimum légal, et il y a, comme d'habitude, la mise en concurrence de toutes les professions réglementées, donc attendez-vous certaines professions réglementées à être cassées, comme ce qui a été le cas récemment pour les taxis, on a dit l'ouverture de la concurrence, l'optique, les pharmaciens, etc. Cela va continuer, ça continuera tant qu'on sera dans l'Union européenne, et avec les GOPE. Donc en conclusion, nous avons vu que les GOPE ne sont pas de simples recommandations et qu'elles sont de façon indéniable des obligations. Donc il est bon de rappeler que n'importe quel parti politique qui ne souhaite pas la sortie de l'Union européenne devra appliquer ces GOPE. Que ce soit la France Insoumise, le Rassemblement National, Debout la France ou tout autre parti qui ne souhaite pas un Frexit, ils devront appliquer ce qu'on vient de voir. Nous, ce que nous proposons à l'UPR, évidemment, c'est de sortir de l'Union européenne. Et nous, les GOPE, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. Sur les méfaits ou les bienfaits, ça dépend des pays, de l'euro, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est un think tank allemand, en plus, qui est assez énorme, le Centre de politique européenne, think tank libéral, européiste, s'il en est, qui a fait une étude expliquant finalement les gagnants et les perdants de l'euro, et qui explique, comme le dit l'UPR depuis plus de 12 ans, que finalement l'euro, d'un point de vue économique, bénéficie aux pays qui étaient déjà très compétitifs, donc l'Allemagne et les Pays-Bas, et nuit aux pays du Sud, et entre autres la France et l'Italie. Et ce qui est intéressant dans cette étude, finalement, c'est pas tant le résultat en soi, parce que à l'UPR, on le dit, comme je le dis, depuis des années. Dans ma conférence, d'ailleurs, je montre les trajectoires de croissance depuis le lancement de l'euro entre les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro, les 19 pays, et les 9 autres qui n'ont pas accepté l'euro. Et on voit qu'il y a un différentiel sur les 20 ans de 15,7 points de croissance. Donc c'est absolument gigantesque. Et finalement, cette étude reflète ce que je disais par l'étude des faits déjà dans ma conférence. C'est la même chose d'ailleurs au niveau du chômage, où on avait un différentiel défavorable pour les pays de la zone euro de l'ordre de 1,7 points, et on est maintenant à plus de 4,4 points de différence. Donc contrairement à toutes les promesses des propagandistes qui nous avaient dit que l'euro apporterait plus de croissance et l'euro apporterait moins de chômage, c'est tout le contraire qui est vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'UPR qui le disait, il y a des économistes, je pense notamment à Jacques Sapir qui a fait une étude du même ordre au 1er janvier, et les conclusions étaient les mêmes au niveau des résultats que cette étude-là. Il y a de nombreux économistes qui ont déjà alerté sur les dangers de l'euro. La vraie nouveauté finalement de cette étude, il ne faut pas se cacher, au-delà même des résultats qui sont importants, c'est le fait qu'elle ait été médiatisée, puisque ni nos travaux, ni ma conférence, ni les travaux d'ailleurs de Jacques Sapir ne sont relayés dans les grands médias, et là, pour la première fois, on a vu les Français, le grand public a pu voir sur LCI, sur BFM, dans des papiers tels que Le Figaro ou d'autres, que l'euro a eu un coût pour la France, et donc que l'euro est nuisible pour l'économie française. Mais alors du coup, cette étude, c'est quoi exactement? Parce que moi, j'ai vu que c'était à peu près 56 000 euros de perdus par Français. Enfin, ça paraît incroyable. C'est tout simplement l'étude. Alors, on peut toujours critiquer les études, de toute façon, pour les européistes, finalement, tous les pays, c'est jamais comparable, c'est hors de la France, et donc cette étude-là, il y aurait des biais de méthode ou autre, mais comme je vous l'ai dit, si on analyse les faits, on arrive à peu près au même niveau. Donc effectivement, c'est 56 000 euros par Français pour que les Français se rendent compte, donc c'est étalé sur 19 ans, donc ça représente 246 euros en moins qu'ils n'ont pas touché par mois. Donc c'est absolument énorme, exactement. Ah mais c'est absolument rien, qui n'est d'ailleurs pas un vrai SMIC, donc c'est absolument, c'est-à-dire que c'est rien à côté des pertes qu'on a d'un point de vue de l'euro, et c'est au total, si on raisonne au niveau de la France, c'est 3 591 milliards d'euros, ça représente 157% du PIB, perdu sur 19 ans, donc c'est absolument colossal, et c'est d'ailleurs à relier au coût, par ailleurs, qui n'est pas dans cette étude, mais au coût de la construction européenne, puisque ce niveau-là, disons que si on fait une moyenne annuelle, ça prend un coût de l'euro qui est de l'ordre de 189 milliards d'euros par an, c'est énorme, 189 milliards par an, mais il faut ajouter tout le coût de la construction européenne aussi par ailleurs. Il y a le coût notamment budgétaire, le déficit fiscal, où la France, chaque année, perd peu ou prou 9 milliards d'euros par an. Il y a tout ce qui est amende pécuniaire et tout ce qui est cofinancement obligatoire qui n'est pas dans le cadre du budget de l'Union européenne, ça c'est à peu près 5 milliards d'euros par an. Et il faut ajouter tout le coût des normes que produit l'Union européenne, normes pour les entreprises publiques ou privées, ou pour les administrations publiques. Cumulé, c'est 38 milliards d'euros par an. Donc si on cumule tous ces éléments-là, c'est un coût qui est absolument énorme, c'est de l'ordre de 241 milliards d'euros par an, et donc c'est 660 millions d'euros par jour,
Et encore, comme j'ai dit, c'est une hypothèse basse. Hypothèse basse, parce qu'en fait, ce rapport, c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ce qu'on dit quand je parlais tout à l'heure de figer les parités, c'est quand on fiche, plus on avance dans le temps, et plus ça se dégrade, puisque les pays dits du Sud sont de moins en moins compétitifs. Ouais. Et donc, quand on voit, je parlais de ce 89 milliards, c'est une moyenne, quand on regarde le rapport, il donne les chiffres de 2017, et le coût de l'euro pour la France en 2017, c'est 374 milliards d'euros sur un an. Donc c'est absolument énorme, ça représente 464 euros par mois par Français sur l'année 2017. 464 euros. Donc quand on est à ce niveau-là, c'est monstrueux. Et quand je rajoute les coûts précédents, ça me donne du 426 milliards d'euros par an, le coût de l'Union européenne et de l'euro. C'est 1,2 milliard d'euros par jour. Donc même les 426 milliards, c'est à peu près de l'ordre de grandeur du budget de l'État. Pour que les Français se rendent compte. C'est dingue, donc ça veut dire que si on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour les écoles, exactement. C'est parce qu'on l'a dilapidé ailleurs, c'est ça? Mais c'est ça qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas, et ces 426 milliards, pour parler une échelle qui parle le plus finalement à tous les Français, c'est 524 euros par mois pour chaque Français de perte. Okay. Donc c'est absolument monstrueux, et ça va à rebours de toute la propagande, puisque c'est que depuis des années, on nous dit si vous sortez de l'euro, vous avez de la propagande, c'est la catastrophe. Non, la catastrophe, et les Français doivent s'en rendre compte, c'est justement d'y rester. Et donc, c'est toute cette problématique-là, et toute la question est là. Est-ce qu'on accepte de rester dans ce système qui appauvrit la France et les Français, ou est-ce qu'on en sort? Et ce que propose Juppé depuis maintenant 12 ans, et partie du Frexit, c'est de sortir de ça, et on voit bien, cette étude confirme, que l'euro a été une catastrophe pour la France et pour les Français. Et justement, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce que si on sort maintenant, est-ce que ça va pas nous faire un gros choc, et les Français vont s'appauvrir tout de suite, beaucoup? Non, il y aura un choc justement positif de compétitivité. Il y a une étude très intéressante de Jacques Sapien là-dessus sur les scénarios de dissolution de l'euro, qui montre au contraire que selon les différents scénarios, sur 4 ans, on aura une croissance sur les 4 ans pas annuels entre 8 et 20% du PIB. Donc c'est entre 2% et 5% par an. C'est à des années-lumière de ce qu'on a maintenant. Ça serait un choc de compétitivité formidable, puisqu'on cumule un retard de compétitivité dû à l'euro et à cause de l'euro. Donc c'est la seule réalité. Cette étude, et j'en parlais, on peut en parler des conclusions de l'euro, c'est finalement le sketch, c'est-à-dire les européistes étaient là à nous dire que l'euro c'était formidable, maintenant c'est ah oui, l'euro c'est peut-être pas si formidable, l'euro c'est mal, mais c'est de votre faute, vous devez faire des réformes structurelles, et puis demain, quand l'opinion publique va progresser, ça va être l'euro c'est mal tout court, et puis après-demain, les mêmes vont nous dire j'ai toujours été pour la sortie de l'euro, alors qu'on était très peu à le défendre à ce moment-là. Et puis du coup, ça me fait penser, parce que moi je viens d'Annecy, en Haute-Savoie, et ça me fait penser à la vallée de l'Arve, où avant, donc, moi je suis trop jeune pour avoir connu ça, mais mes parents et mes grands-parents m'ont dit qu'il y avait plein d'entreprises, que ça foisonnait d'entreprises, etc. Et maintenant, il n'y en a plus aucune qui survit, tout le monde s'en allait. Est-ce que c'est pas aussi à cause de l'euro? Mais c'est lié, en fait, c'est moi je viens de la Nièvre, c'est exactement la même chose, et finalement toute la France dite périphérique, la France est éminemment des gilets jaunes qui se mobilisaient dès le 17 novembre, c'est quoi? C'est une France qui a vu finalement la désindustrialisation encore plus que les autres, et c'est lié au couple euro et libre-échange total. Donc l'euro, évidemment, parce que ça a finalement baissé la compétitivité française, et voilà, ça devient plus intéressant de produire en France, il vaut mieux produire ailleurs, et le libre-échange total, qui lui aussi dépend des traités européens, on peut en revenir, mais entre autres l'article 32 et 63 du TFUE, qui met en concurrence non seulement avec une monnaie surévaluée, la France avec tous les pays du monde, et notamment des pays qui ne partagent pas du tout les mêmes normes sociales et environnementales. L'Union européenne ne protège pas du tout, c'est tout le contraire qui est vrai, elle nous expose justement, elle a défendu ardemment la mondialisation et elle défend ardemment tous les accords de libre-échange de tous azimuts. Donc, vous pouvez dire, on n'est pas pour une autarcie, libre-échange peut être intéressant d'un point de vue de compétitivité avec des pays partageant les mêmes normes sociales et environnementales, mais le libre-échange total est une hérésie complète et finalement ne bénéficie qu'au 1% de la population par rapport aux 99%. Et donc à partir du moment où on a fait ce constat et qu'on dit cela, il y en a qui vont dire qu'il faudrait réformer l'euro, il faudrait réformer les traités européens pour arrêter ce libre-échange et protéger les Européens. C'est bien gentil de dire ça, c'est tous les alter-européistes, Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, qui vont le culot d'aller critiquer les européistes en disant ce sont les mêmes qui ont participé aux traités européens qui veulent les changer, mais eux proposent aussi de changer les traités européens. Et pour changer les traités européens, il faut le savoir, les Français ne le savent peut-être pas, c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne, il faut l'unanimité des 28, demain 27, États membres de l'Union européenne. Donc ça n'arrivera absolument jamais. Quand on voit que l'Allemagne, par exemple, est grande gagnante du fait d'avoir adopté l'euro, jamais ils voudront changer l'euro pour qu'il devienne un petit peu plus perdant. Exactement, déjà parce qu'on en a parlé, s'ils le faisaient, ça leur coûterait un pognon de dingue, comme dirait Macron. Et en plus de ça, si ça le fait, c'est contraire à leurs intérêts économiques et des fonds internationaux. C'est la même chose si on parle des délocalisations, les pays de l'Est ou même les pays qui vivent de la fraude et de l'évasion fiscale, c'est quand même 100 milliards par an, là aussi qu'on perd dans l'affaire.
les pays comme les pays de l'Est qui bénéficient des localisations, l'Irlande ou le Luxembourg qui vivent de la fraude et de l'évasion fiscale, par exemple, ces pays-là n'accepteront jamais le changement des règles, puisqu'ils se tireront une balle dans le pied. Les traités européens, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un truc qui est tombé comme ça, qu'on pourrait changer. Non, c'est déjà la résultante de compromis de 60 ans d'âge, après des marathons bruxellois, entre couleurs politiques différentes et entre intérêts nationaux divergents, et sur lesquels personne ne peut et ne veut revenir. Donc la réalité, c'est soit vous acceptez l'Europe telle qu'elle est, qui nous amène droit dans le mur, ou soit vous en sortez, il n'y a pas d'alternative. Et alors du coup, ça comment on l'explique? Enfin, c'est que, par exemple, pour la France, l'euro était néfaste, tandis que pour l'Allemagne, c'était plutôt bénéfique. Oui, il fallait pas être devin finalement pour voir ça, c'était tout le vice initial de l'euro qui est une folie complète dans l'histoire, et c'est pas une tare en soi, c'est pas néfaste pour l'économie. Tout au long de l'histoire, avant l'adoption de l'euro, il y avait le franc français qui se dépréciait par rapport au Deutsche Mark, parce que les Allemands, c'est comme ça, c'est culturel, c'est économique, les structures économiques de l'Allemagne sont lourdes au niveau industriel depuis des années, c'est une économie qui est plus compétitive que la France. Et donc vous aviez cette dépréciation entre les deux monnaies, et par exemple en 12 ans, entre 70 et 82, on était passé de 1 Deutsche Mark égale 1,5 francs à 1 Deutsche Mark égale 3 francs, donc une dépréciation énorme, mais l'économie française se portait mieux que l'économie allemande. Et qu'est-ce qui se passe quand on fige les monnaies? C'est pas compliqué, l'Allemagne étant plus compétitive, mais donc sur une première année, elle va accumuler un excédent commercial vis-à-vis de la France. Et donc, là où avant il y avait un équilibrage des monnaies, c'est-à-dire justement que le Deutsche Mark s'appréciait par rapport au franc, et ce qui se passait, c'est que les produits français devenaient relativement moins chers que les produits allemands étaient plus chers à importer, il y avait un rééquilibrage des balances commerciales qui se faisait comme ça, et donc sur le long terme, les balances commerciales étaient plus ou moins équilibrées. Avec l'adoption de l'euro, on a figé toutes les parités, et finalement c'est les pays les plus compétitifs qui accumulent entre autres des excédents commerciaux vis-à-vis des pays du Sud, et si un pays comme la France est en déficit commercial depuis des années, c'est pas compliqué, c'est un appauvrissement du pays, puisque vous importez plus que vous exportez, et donc il y a de l'argent, des produits qui vont que uniquement dans un sens, et c'est un appauvrissement de la France, c'est ce que constate cette étude, et c'est ce qu'on dénonçait depuis des années. Ok, donc si on veut résumer ça avec des mots simples, c'est que si on met une parité 1 à 1, enfin avec l'ancien franc et le Deutsche Mark, donc avec l'euro, du coup, et ben c'est comme si on augmentait les prix en France pour les Français, Exactement. et puis on abaissait les prix pour les Français des produits importés en Allemagne. Les produits français deviennent peu compétitifs à l'export parce qu'on a une monnaie qui est trop forte, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu comme si vous avez, il y a l'exemple classique de dire, vous avez vous faites un 400 mètres finalement, et les Allemands dans le 400 mètres, eux, le fait d'avoir l'euro, c'est comme s'ils allaient courir que 300 mètres, alors que les Français ou les Italiens vont courir 600 mètres, donc ils risquent pas de gagner. Ou il y a un exemple classique aussi, c'est les pointures de chaussures. C'est comme si l'euro, disons que c'est une pointure, c'est du 44, et les Allemands, ils font du 42, donc ils sont plutôt à l'aise dans leurs chaussures, mais le Français ou l'Italien qui fait du 46 ou du 47, mais il peut pas rentrer dans la chaussure, donc il y a un problème. Une économie, une monnaie doit être adaptée à une économie et pas l'inverse, sinon ça ne marche jamais, et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont explosé, puisque les effets, on les connaît, sont les mêmes, vous avez une accumulation de richesses vers les pays les plus compétitifs, et pour les autres, c'est la catastrophe. Et alors qu'au sein d'un même pays, il peut y avoir des transferts budgétaires massifs pour contrecarrer ça, il n'y aura pas ça au niveau de l'Europe, puisqu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de solidarité européenne, et donc les Allemands ne voudront pas payer ni pour les Français, ni pour les Grecs, et non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas, puisque pour que théoriquement l'euro marche, il faudrait des transferts de l'ordre de plus de 200 milliards par an, et l'Allemagne serait complètement plombée au niveau économique si elle faisait ça, donc c'est pas une hypothèse réaliste et crédible. Oui, et puis du coup, les 200 milliards que l'Allemagne devrait théoriquement verser genre, aux pays plus pauvres, c'est-à-dire la France, l'Italie, la Grèce, etc., en fait ça représente à peu près 8% de leur PIB. Ouais, c'est ça, ouais. Et si on met ça en relation avec la somme de réparation qu'elle devait payer avec la Première Guerre mondiale, où on nous a tous dit à l'école que C'est bien conflit. que c'était déjà signe de conflit, que c'était intenable, que c'est pour ça que l'Allemagne est passée dans la misère, c'était 2%. Oui, mais ça montre effectivement que c'est complètement irréaliste, et de toute façon, c'est non seulement irréaliste, et c'est pas souhaitable, puisque est-ce qu'on veut finalement que les pays du Sud, dont la France, soient des musées à ciel ouvert pour touristes allemands, chinois, américains, ou vivent de leur production dignement? C'est surtout un modèle non seulement qui n'est pas viable, mais qui n'est pas souhaitable. C'est ça, parce qu'avant l'euro, on vivait bien, et l'euro nous appauvrit de jour en jour. Exactement. Et il y a deux solutions, soit on sort de l'euro, soit on peut se dire aussi, les Allemands, eux, ils ont bénéficié de ça parce que ils travaillent plus que nous, ils travaillent mieux que nous, et que nous, on n'a qu'à travailler plus que maintenant, et on n'a qu'à travailler comme des Allemands. Mais c'est tout le problème, et c'est finalement la conclusion un petit peu baroque de l'étude. J'imagine qu'on va revenir sur les chiffres, mais la conclusion de l'étude, la conclusion logique, on va dire, mais ça ne marche pas, ça appauvrit par exemple les pays du Sud, ces pays ont intérêt à en sortir, et pour la France, cette étude bizarrement dit qu'il faudrait aller vers plus de réformes structurelles, limite encourage Emmanuel Macron dans la voie qui est la sienne, mais là c'est toute la limite de l'exercice, et si j'ose dire du théoricien économique, puisque c'est une réponse qui est complètement hors sol, parce que pour schématiser, ça voudrait dire qu'il faudrait transformer les Français en Allemands, donc c'est évidemment pas sérieux, et en plus de ça, même d'un point de vue économique, c'est complètement faux, pour moi, et comme le montre toute l'histoire économique, puisqu'en gros, il parle de réformes structurelles, et nulle part dans l'histoire, on a vu des réformes structurelles avec, dans le même temps, une monnaie surévaluée. Quand la Suède
a fait des réformes structurelles dans les années 90, elle avait dévalué massivement la couronne suédoise justement pour se donner de l'air et ne pas asphyxier l'économie. C'était la même chose d'ailleurs pour l'Allemagne, on parle souvent des lois Hartz, etc. Ça a été fait au moment du passage à l'euro, qui pour l'Allemagne représente une dévaluation de facto, puisque le mark était plus fort que l'euro. Donc j'aimerais qu'on m'explique, j'ai vu nulle part des réformes structurelles quand on a une monnaie qui est complètement surévaluée, c'est même tout l'inverse, ceux qui le font généralement dévaluent pour se donner de l'air, puisque si on ne le fait pas, c'est le scénario à la grecque finalement. Vous avez une économie qui se contracte, on vous dit de baisser les dépenses publiques, mais quand la croissance baisse dans des niveaux encore plus importants que la baisse de la dépense publique, vous augmentez encore plus le déficit et vous êtes dans un cercle qui est complètement vicieux, ça ne marche pas et ça n'a marché nulle part. La seule réalité et la seule méthode crédible, pour nous, et c'est les Français qui doivent s'en rendre compte, c'est justement de sortir de l'Union européenne et de l'euro, et c'est le Frexit, et c'est ce que l'UPR proposera notamment à ces élections européennes, et pour lesquelles les Français doivent voter massivement pour se sortir de ce bourbier, cette catastrophe de l'euro. Oui, c'est ça, parce que du coup, c'est soit on sort de l'euro, soit on accepte des réformes, par exemple, comme les Allemands ont accepté les lois Hartz, ou qui maintenant, c'est les réformes Macron. C'est les réformes dont les Français ne veulent pas, que les Français, on peut parler du mouvement Gilets jaunes, on peut parler de plein de mouvements sociaux depuis des années, ou même du fait que les Français votent à gauche, ils votent à droite. C'est une politique qu'ils détestent, mais c'est la politique qui est induite par notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro, et les Français ne comprennent pas, ils disent je vote à gauche, je vote à droite, ils chassent à chaque fois le sortant, mais ils ont la même politique qu'ils détestent, et ça c'est tiré directement des traités européens. Oui, malheureusement. Mais même si on met par exemple, comme Mélenchon le propose, un ultimatum, soit on change, soit la France quitte l'euro. Ben déjà, il ne propose même plus de sortir de l'euro, donc c'est réglé. Et le truc de ça change, ça sert à rien de raconter des sornettes aux Français, parce que déjà les négociations prendront du temps. Il y aura pendant les négociations des attaques spéculatives contre la France, et pour arriver finalement à une sortie qui est inévitable, ou alors à une cypratisation, c'est-à-dire se coucher comme l'ont fait les Grecs, comme sont en train de le faire les Italiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Soit vous acceptez les règles européennes, soit vous en sortez. C'est pas moi qui le dis, hein, c'était notre ami Jean-Claude Juncker, Mister Sciatique, qui nous disait, et pour le coup, je sais pas, c'est parce qu'il avait trop bu et qui du coup il parlait vrai, mais il disait il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Il avait parfaitement raison, Jean-Claude.